Eh ben, nous y voilà. Bonjour à tous. On attend Bonjour à encore tous. quelques participants par rapport aux gens qui étaient inscrits, mais bon, tout le monde ne vient pas, évidemment. Donc, on va pouvoir commencer assez vite puisqu'on a un programme très chargé ce matin. Donc, bon, ben, merci de vous être inscrits, de vous intéresser à cette question un peu cruciale de la modélisation des résultats d'étalonnage. Sachant, comme on le rappelait dans le teaser, que c'est une expérience normalement qui date de 2008 et que voilà, il a passé beaucoup de temps, on a fait beaucoup de travail notamment avec le Collège français de métrologie, sur un guide et un logiciel qui permet de faire des choses. Et le webinaire, là, c'est évidemment pas de proposer une formation complète pour savoir et avoir tout compris, parce que c'est un petit peu compliqué en effet. Notre objectif aujourd'hui, c'est de vous présenter vraiment les enjeux et qu'est-ce qu'on fait et pourquoi c'est utile et quels sont les enjeux, les limites technologiques et tous les concepts qui se cachent derrière la question de la modélisation. Donc, que certains le savent, on en est à notre 6e webinaire là, depuis le début de cette période un peu compliquée. On a donc appris, et notamment on a appris qu'on débordait souvent le temps. Donc Christophe, c'est à son grand désespoir, mais c'est qu'on est bavard ou qu'on a beaucoup de choses à dire, ça c'est la première chose. Donc on n'a pas toujours le temps de répondre à toutes les questions. En plus, c'est très compliqué de gérer les questions du chat. Par contre, on s'engage, et on le fera aussi évidemment sur ce webinaire, à publier dans les jours qui suivent et l'enregistrement du webinaire et une foire aux questions à laquelle on écrit, enfin on répond par écrit à toutes les questions que vous posez. Donc n'hésitez pas à réagir sur le chat, même si on ne peut pas vous répondre à l'oral tout de suite, vous aurez la réponse dans quelques jours à l'écrit sur notre blog smartmetrology.com. Voilà. Bon ben, je vais vous souhaiter à tous un bon webinaire. Je vais laisser la parole à Christophe parce qu'il a tenu absolument à nous donner toutes les explications de la modélisation. C'est lui qui va se charger de dérouler tout seul. Moi, j'interviendrai de temps en temps si nécessaire pour préciser tel ou tel point ou évoquer telle ou telle question. Voilà. Alors, écoutez, un bon moment pour tout le monde et un bon week-end après si on ne se reparle plus, puisqu'on finira aujourd'hui sur un week-end de 3 jours. Voilà. À tout de suite. Bon alors donc on va parler des modélisations de résultats d'étalonnage. Grosso modo, j'ai partagé ça en 3 points. Une petite introduction qui va nous parler des problématiques et des rappels essentiels pour comprendre ce dont on va parler. Ensuite, on parlera plus précisément des notions de modélisation d'une courbe d'étalonnage et on regardera en particulier la méthode des moindres carrés, ses avantages et ses inconvénients, et bien sûr d'autres méthodes. Et on terminera par, une fois que j'ai fait ma modélisation, j'ai des paramètres, comment je les utilise, qu'est-ce que je peux dire sur ces paramètres-là. Alors d'abord, on commence par au début, pourquoi on fait une modélisation d'étalonnage. Donc quand je regarde le vide et que effectivement je regarde la définition de l'étalonnage, alors c'est un gros pavé de 7 lignes avec seulement 2 virgules, donc c'est presque du Proust. Donc je me suis permis de faire une petite indentation, excusez-moi, une petite indentation de la phrase. Donc on voit qu'un étalonnage, c'est une comparaison avec un étalon et en prenant en compte les notions d'incertitude de mesure. Voilà, donc un étalonnage, c'est une simple comparaison à un étalon. Depuis 2008, il y a quand même une notion qui a été rajoutée, parce que c'est bien de savoir ce que répond un équipement sur les 3 ou 4 points d'étalonnage, mais au final, ce qui est intéressant, excusez-moi, j'ai des soucis avec ma caméra, ce qui est intéressant, au final, s'il veut bien venir, c'est de savoir ce que va me répondre mon équipement sur l'ensemble de ma plage. Donc, a été rajouté à la définition d'étalonnage une simple comparaison à un étalon, la notion que après cette comparaison sur les points particuliers, j'essaye de voir ce qui se passe sur l'ensemble de la plage de mon équipement. Donc, cette notion de définir une relation. Alors, par rapport à cette relation, il y a certains points essentiels à revoir sur les différentes notions, notamment la notion d'incertitude de mesure. Alors, la vision traditionnelle de la notion d'incertitude de mesure, c'est j'ai une incertitude de mesure et quand j'ai un résultat de mesure, une valeur mesurée, je prends mon incertitude et je la mets de part et d'autre de ma valeur mesurée. C'est-à-dire que je définis ma gaussienne autour de ma valeur mesurée.
Donc ça, c'est un peu la vision traditionnelle qu'on a d'un résultat associé à son incertitude de mesure. Cette vision-là, elle n'est pas juste. C'est pas du tout la réalité statistique de ce que représente l'incertitude de mesure. L'incertitude de mesure, c'est les variations autour de la valeur vraie. C'est-à-dire que si je dois dessiner ma gaussienne, je la dessine autour de ma valeur vraie et non pas autour d'une valeur mesurée potentielle que je pourrais obtenir. Donc ça peut avoir des impacts. Donc là, on a le graphique, on va dire, standard de une incertitude autour de sa valeur vraie. Et si j'ai un biais sur ma valeur vraie, j'aurai un schéma de ce type-là. Donc ça, c'est quand même une vision relativement importante. Jean-Michel a fait un article sur cette notion-là. Tu veux rajouter certaines choses par rapport à la révolution copernicienne? Ouais. Alors bon, ouais, c'est un peu troublant et pour être météorologue depuis longtemps, j'avoue que j'ai moi mis longtemps à comprendre la subtilité entre ces deux visions-là. Ce qu'il faut bien comprendre en fait, c'est que la valeur mesurée n'est qu'une réalisation de ce que je pourrais obtenir en mesurant une entité inconnue. Donc la valeur mesurée, c'est une réalisation de ce que je pourrais obtenir en mesurant cette entité inconnue avec un processus de mesure imparfait qui apporte des erreurs. C'est vraiment très, très, très important de comprendre ça. Et donc, du coup, notre incertitude de mesure, on a évidemment, parce qu'on n'a pas d'autre solution, en tout cas, on n'en avait pas il y a peu de temps, on n'avait pas d'autre solution que de la voir autour de notre valeur mesurée. Et en réalité, statistiquement, c'est plutôt les valeurs mesurées sont l'ensemble des valeurs, comme on voit dans la figure en bas à gauche, l'ensemble des valeurs que peut produire notre processus de mesure pour une valeur vraie donnée. Et effectivement, à côté, si on a un biais dans notre processus de mesure, c'est-à-dire un effet systématique, eh ben, notre gaussienne ne tourne pas autour de la valeur vraie, mais elle tourne autour de la valeur vraie plus le biais. C'est fondamental de comprendre ça. Et quel rapport et pourquoi on a ce slide en introduction d'un webinaire sur la modélisation? C'est que quand on va chercher un modèle, en fait, on va imaginer que notre instrument il a une erreur systématique qu'on veut modéliser, et donc que les points qu'on observe sont des réalisations autour de ce modèle à cause des incertitudes d'étalonnage. C'est-à-dire qu'il faut voir la droite comme la valeur la plus probable, la droite ou le modèle comme la valeur la plus probable, et les expériences qu'on a fait, c'est-à-dire les résultats d'étalonnage, comme des réalisations de ces valeurs les plus probables compte tenu des incertitudes d'étalonnage. C'est vraiment fondamental de comprendre ça. Et est-ce que c'est une vue de l'esprit ou est-ce que c'est quelque chose qui a fait son chemin dans le domaine de la métrologie? La réponse est claire, c'est quelque chose qui fait son chemin dans le domaine de la métrologie et notamment avec le JCGM 106 qui a donné lieu à la norme ISO IEC Guide 88-4 et qui nous explique comment en fait on peut transformer une valeur mesurée en une valeur la plus probable, voilà, par inférence bayésienne. Et donc le JCGM en fait oriente bien toute la métrologie autour de ce concept de les valeurs mesurées. Ce ne sont pas les valeurs les plus probables. Les valeurs mesurées, ce sont des réalisations. Et ce qui nous intéresse, nous, quand on fait une mesure, c'est quand même la valeur vraie. Voilà. Alors, c'est un peu complexe, que la valeur vraie, on ne la connaît pas, donc on ne sait pas comment mettre l'incertitude autour de cette valeur mesurée. Mais il faut quand même retenir que quand on la met autour de la valeur mesurée, ce n'est pas la bonne vision des choses et ça nous fausse très souvent nos raisonnements. Voilà. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de travail à digérer ce concept-là qui contredit un peu tout ce qu'on a fait dans les années précédentes, les dizaines d'années précédentes. Voilà, je te laisse la parole. On reviendra sur cette question essentielle quand on mettra le doigt sur les modèles tout à l'heure. Très bien. Alors, un autre rappel, un autre point essentiel pour comprendre la suite, c'est la notion de qu'est-ce que c'est qu'un instrument de mesure. Voilà. Donc, un instrument de mesure, l'ensemble des instruments de mesure peuvent être résumés en un ensemble de graduations qui vous donnent un résultat de mesure, une indication. Le constructeur d'appareils de mesure, lui, il va mettre ses indications qui correspondent à des valeurs vraies, voilà, ces successions d'indications, et normalement, il les met, on va dire, correctement. Donc, si les appareils étaient parfaits, mes indications, elles se suivraient de manière parfaite et auraient des indications parfaites. Manque de peau, la vie est imparfaite, donc effectivement, le constructeur de moyens de mesure, quand il met ses graduations, forcément, il commet quelques petites erreurs, diverses et variées. Et donc, si on regarde l'ensemble des graduations, des écarts, des graduations par rapport à la
valeur vraie, si je pouvais la connaître, on aurait une représentation qui ressemblerait à quelque chose comme ça. C'est-à-dire, si mon appareil était parfait, toutes les graduations, les écarts aux graduations, ça serait sur 0. Quand je regarde l'ensemble de mes écarts aux graduations, je peux avoir un petit biais, et pour chaque graduation, j'ai une petite dispersion autour de sa valeur vraie. Donc ça représente grosso modo ce que peut être un instrument de mesure. Alors, cet instrument de mesure, oui. Je vais peut-être reformuler parce que c'est vrai que c'est une vision qui est assez deltamusienne, hein, ça. Donc peut-être qu'on peut insister un peu plus là-dessus. Globalement, on peut dire, mais c'est qu'un schéma, hein, c'est juste pour comprendre les enjeux. On peut dire qu'un fabricant d'instruments de mesure, donc un instrument de mesure, c'est quelque chose qui offre une étendue de mesure. Donc un fabricant d'instruments de mesure, on peut imaginer, mais c'est juste c'est une expérience de pensée, évidemment, c'est pas comme ça que ça se passe dans la vraie vie, mais on peut imaginer que c'est quelqu'un qui fabrique des graduations et qui les colle les unes à côté des autres pour obtenir une étendue de mesure. Donc, un fabricant d'instruments de mesure, que ce soit un pied coulis, un multimètre, un manomètre, un capteur de température, s'il veut faire un appareil au centième de millimètre, de degré, de pascal, il va en fait fabriquer des petites graduations du centième qui va coller les unes derrière les autres. Je le redis, ce n'est qu'une image pour proposer une étendue de mesure. Voilà. Si on était capable de mesurer chacune de ces petites graduations qu'il a fabriquées, on se rendrait compte qu'elles ne font pas rigoureusement un centième, pour une raison simple initiale, c'est que personne ne sait exactement combien fait un centième de millimètre ou un centième de pascal. On a même une incertitude sur nos étalons de référence. Donc, on essaye de viser un centième et on viserait un tout petit peu à côté en moyenne. C'est le epsilon que vous voyez sur la courbe à droite. Non, reviens s'il te plaît, Christophe. C'est le epsilon que vous voyez là, qui est au centre de la gaussienne. C'est-à-dire, l'image, c'est je serai capable de mesurer toutes les graduations sans incertitude, alors je me rendrai compte qu'elles font pas pile un centième et qu'en moyenne, elles ont un petit décalage. Ce petit décalage, il va s'accumuler. C'est-à-dire quand je colle les graduations les unes derrière les autres, il s'accumule pour former une erreur systématique de justesse. Si je connaissais epsilon, alors quand je tombe en faisant une mesure sur la kème graduation, je pourrais corriger ma mesure de k fois epsilon, parce que la kème graduation, elle a empilé des petits epsilon depuis la première graduation. Et en réalité, toutes les graduations ne sont pas non plus rigoureusement égales à la graduation moyenne, puisque dans la fabrication de mes petites graduations, j'ai des dispersions qui font que chaque graduation a sa petite erreur. C'est ce qu'on voit sur le graphe de gauche. On voit bien que l'écart entre la graduation réalisée et la graduation idéale, il varie tout simplement parce qu'il y a aussi des dispersions de fabrication. Donc, chaque graduation ne fait pas exactement la valeur de la graduation moyenne, mais il y a une dispersion autour de ça. Et ça provoque un effet aléatoire. C'est-à-dire que sur la graduation sur laquelle je tombe quand je fais une mesure, c'est une des graduations parmi les graduations et elle a sa propre petite erreur à elle. Donc, elle cumule l'erreur systématique que je peux corriger et elle a aussi sa propre petite erreur aléatoire que je vais devoir subir et que je ne pourrai pas corriger, à moins d'avoir pu mesurer parfaitement l'ensemble des graduations de mon instrument de mesure. Alors, imaginez un multimètre 100 000 points, ça supposerait que je fais un étalonnage en 100 000 valeurs et il faudrait que je fasse un étalonnage parfait sans incertitude. Donc, c'est évidemment impossible, mais donc on va subir cette imperfection liée à la fabrication de l'instrument de mesure. Alors, rassurons-nous quand même tout de suite, et je te redonne la parole tout de suite, Christophe, c'est que le but du fabricant d'instruments de mesure, c'est de faire en sorte que epsilon soit invisible. Donc, imaginez que epsilon soit 1 million de fois plus petit que la valeur d'une seule graduation. Quand vous en empilez 100 000 dans un multimètre 100 000 points, vous ne verrez toujours pas l'effet d'epsilon. Donc, epsilon, le but du fabricant, c'est de faire en sorte qu'il soit le plus petit possible. Et l'epsilon prime, qui représente la dispersion des graduations, c'est qu'aussi il soit le plus petit possible. Et quand tout ça, c'est très, très petit, du coup, notre appareil, on a l'impression que les graduations sont au bon endroit, alors qu'en réalité, physiquement, elles ont toujours une petite erreur, mais qui peut être complètement négligeable par rapport à ce qu'on est en train de mesurer. C'est le but de l'étalonnage, c'est de savoir si oui ou non il y a des erreurs, et si oui ou non elles sont négligeables. Je te laisse la parole. Voilà. Donc, pour reprendre ce qu'a dit Jean-Michel, là, on a ce qu'il a dit ici, on collait les petites résolutions les unes derrière les autres, sachant que mon petit, comment tu disais, je trouve plus mes mots. Le biais, enfin l'écart entre la valeur moyenne des graduations et voilà, la valeur attendue de la graduation. Voilà, la petite graduation élémentaire, j'aurai un écart de 1/10 millième. Si je les colle les unes derrière les autres, petit à petit, je verrai une erreur qui se trace. Donc, ce que tu viens de dire. Et autre point que tu as aussi évoqué, le fait que même si j'ai une erreur systématique qui se trace,
à chaque fois que je remets une petite graduation, j'ai une petite erreur aléatoire qui se superpose. Donc au final, voilà à quoi ressemblerait une modélisation d'un appareil, avec bien sûr l'idée que ces éléments-là sont négligeables, et c'est le but du constructeur, comme tu l'as dit, de faire de rendre ces choses-là négligeables. Donc voilà pour un petit peu la production et les rappels. Maintenant, on va aller un petit peu voir comment, avec toutes ces informations, comment on va effectuer une modélisation ou quelles sont les problématiques liées à la modélisation. Donc, on a notre appareil, on va dire, et on va essayer de définir si cet appareil il est correct ou pas correct, d'essayer de voir cet appareil. Donc, voir cet appareil, c'est essayer d'identifier effectivement le biais lié à petites erreurs de graduation élémentaire et de voir l'effet aléatoire. Alors, pour faire ça, on effectue un étalonnage, c'est-à-dire que on va les regarder, on va fournir un étalon à l'équipement et puis on va aller regarder ce qu'il nous donne comme résultat. Donc là, on a différents étalonnages qu'on a pu faire sur 5 points. Les étalonnages, on peut les faire à des points différents, mais surtout, les étalonnages, on ne va pas les faire sur chaque graduation de l'équipement. On a un nombre limité d'informations, on va faire un étalonnage sur un certain nombre de points. Donc ça, c'est un élément aussi important, c'est que l'étalonnage ne va pas caractériser l'ensemble de l'équipement, il va sur certains points, avec des hypothèses, essayer de voir si l'équipement répond correctement au problème. Donc en reformulant, pardon Christophe, en reformulant, là, on est exactement dans le champ de la statistique et de ce qu'on appelle plus précisément l'inférence statistique. C'est-à-dire que là, tout le monde comprend qu'on ne peut pas étalonner un instrument de mesure sur tous les points qu'il peut produire. C'est absolument impossible, il y en a trop et de toute façon, ça serait sûrement inutile parce qu'on a une incertitude d'étalonnage dont on va parler tout à l'heure. Donc en fait, il faut voir l'étalonnage finalement comme un échantillonnage. Donc je prends quelques points sur l'étendue de mesure, 5, 10, 15, bon, rares sont ceux qui vont bien au-dessus de 10 ou 15. Et donc je prends quelques points et c'est dans ces quelques points-là qu'il va falloir que je trouve si oui ou non mon appareil il a une erreur de type systématique. Voilà. Et donc s'il a une erreur de type systématique, il va falloir que je la quantifie, c'est-à-dire que j'écrive une équation, c'est ce qu'on voit dans les 3 figures, l'équation de la droite des moindres carrés qui passe par les points échantillonnés. Et dans ces 3 figures, en fait, qu'est-ce qu'on a fait? On a simulé un instrument qui avait les caractéristiques qu'on a vues précédemment. Et du coup, on s'est dit, si je l'étalonne sur ces 5 points-là, ça donne la courbe de gauche. Si je l'étalonnais sur ces 5 points-là, pris au hasard, ça donnerait la courbe du milieu, sans incertitude d'étalonnage. Hein. Là, on est vraiment dans le monde théorique. Si je l'étalonnais sur 5 autres points, c'est la courbe de droite, et chacun peut observer qu'on a pris des points au hasard sur l'étendue de mesure, c'est ce qu'on fait quand on fait l'étalonnage, et en prenant ces points au hasard, on remarque qu'on ne trouve pas la même équation de la droite, simplement parce qu'on n'a pris qu'un échantillon. Pour ceux qui ont suivi le webinaire sur les statistiques, c'est exactement le même problème. Quand je lance 3D et que je les lance 5 fois, je n'ai aucune raison de trouver toutes les valeurs possibles que peuvent faire les 3D mélangés et surtout pas la forme que ça peut prendre. J'ai un échantillon à partir duquel je vais essayer d'extraire de l'information qui va me donner des choses, qui va m'apprendre des choses sur la réalité de toutes les graduations. Voilà les enjeux de la modélisation. Il faut vraiment avoir en tête que la modélisation, c'est j'ai pris un échantillon et derrière cet échantillon, je veux chercher les paramètres de mon instrument de mesure. Est-ce qu'il a ou pas une erreur systématique? Si oui, quelle est son équation? Et est-ce qu'il a ou pas un résiduel aléatoire parce que les petites graduations ne sont pas à la bonne place? Et si oui, quelle est la variance de cette imperfection liée à l'inhomogénéité, à la dispersion des petites graduations? Donc, premier enjeu de la modélisation, la notion d'échantillonnage. Deuxième problématique, qu'est-ce que je prends comme modèle? Est-ce que je prends une droite? Est-ce que je prends autre chose? Effectivement, quand j'ai différents points qui ne sont pas alignés, j'aurai peut-être tendance à essayer de trouver une courbe qui va essayer de répondre au mieux aux différents points. Le problème, c'est que cette attitude, même si elle est tentante, elle n'est pas du tout efficace. On a vu qu'il y avait une dispersion naturelle liée à l'étalonnage, et donc il ne faut pas essayer de faire passer une courbe par chacun des points.
D'ailleurs, si on voulait vraiment faire passer une courbe par chacun des points d'étalonnage, c'est tout à fait possible de choisir un polynôme du degré qui va bien pour faire passer le polynôme exactement par tous les points. En 2 points, on est capable de trouver une droite qui passe par 2 points. En 3 points, on est capable de trouver un polynôme d'ordre 2 qui passe par ces 2 points. En 4 points, on est capable de trouver un polynôme d'ordre 3 qui passe par les 4 points, etc., etc. Donc on est toujours capable de trouver un polynôme qui va passer exactement par tous les points. Ben, aller sur ce chemin-là, c'est une erreur parce que finalement, on va essayer de faire du surapprentissage. On va essayer de retirer de l'information sur ce qui n'est que du bruit de mesure. Donc, quand je fais de la modélisation, du moins dans le domaine de l'étalonnage, et que j'ai un échantillonnage, j'ai une hypothèse forte sur le modèle que je choisis. En général, un instrument de mesure complet, il a été construit par le constructeur de l'appareil de mesure pour avoir une réponse linéaire du type, quand je lui donne un étalon de 10, il doit me répondre 10. Un étalon de 20, il doit me répondre 20. Donc, la réponse d'un équipement, c'est Y égale X. Alors après, effectivement, si vous allez un petit peu dans la techno de l'équipement, si je regarde par exemple une PT100 et que je veux connaître effectivement la réponse de ma résistance en fonction de la température, là effectivement la réponse n'est pas linéaire. Mais de la même manière, j'ai quand même un modèle, je connais les caractéristiques physiques de ma résistance en fonction de la température, et donc j'applique un modèle non pas par rapport à mes points d'étalonnage que j'obtiens en essayant de lisser, non, j'applique un modèle d'ordre 2 qui est la réalité physique de la modélisation de la réponse d'une résistance en fonction de la température. Donc déjà, ne pas tomber dans le piège de prendre le polynôme d'ordre le plus élevé pour essayer de s'approcher le plus des points. Non, on part d'un a priori d'un modèle. En général, le constructeur, c'est une droite, Y égale X, c'est ça qu'on cherche à aller chercher. Jean-Michel, des points à ajouter là-dessus? Oui, alors oui, pour redire un peu, hein, c'est là où, quand on voit cette figure-là, c'est là qu'il faut se rappeler le premier slide qu'on a passé là, avec la vision traditionnelle de l'incertitude de mesure et la vision statistique. La vision traditionnelle, on voit, on pense que la valeur mesurée est la plus probable. Donc du coup, c'est normal qu'on ait envie de chercher un truc qui passe par les points qu'on a vus. Hein, ça, c'est bien normal. Donc on peut avoir cette tendance-là. Mais dans la réalité physique, dans la réalité, on a écrit statistique ici, mais on aurait pu écrire dans la réalité physique. Dans la réalité physique, la valeur que je vais obtenir, que ce soit au moment de l'étalonnage ou à n'importe quel moment, ce n'est qu'une réalisation des valeurs possibles de la réalité avec l'incertitude autour. Donc, si tu veux revenir sur le graphe, sur le slide qui nous occupe, en fait, il faut voir chaque point, il faut voir le modèle comme la vérité. Pas ce modèle-là, évidemment, parce qu'il veut passer par les points. Il faut imaginer un modèle qui explique, sachant les incertitudes qu'on a sur les Y, les points qu'on a observés. C'est-à-dire que le centre de l'incertitude d'étalonnage, c'est le modèle, et on va regarder si les points qu'on a observés expérimentalement pendant nos mesures peuvent s'expliquer par le modèle qu'on va trouver, et non pas trouver le modèle qui passe par les points. Parce que trouver le modèle qui passe par les points, comme l'a dit Christophe, il existe toujours un modèle polynomial qui passe par tous les points, mais ça n'a aucun sens physique. C'est ce que les statisticiens appellent du surapprentissage, et c'est l'erreur dans laquelle il ne faut absolument pas tomber. Quand on fait une expérience de type étalonnage, en fait, on va regarder ce que le fabricant a essayé de réaliser. Le fabricant, il a essayé de réaliser Y égale X, parce qu'il n'y a pas un fabricant d'instruments de mesure qui essaye de fabriquer des instruments de mesure qui racontent n'importe quoi. Donc, le fabricant, il a essayé de faire Y égale X, et on observe pendant l'étalonnage, est-ce qu'il a réussi ou pas à faire Y égale X? Et s'il n'a pas réussi à faire Y égale X, on peut se poser des questions. Mais la première question qu'on se pose, c'est est-ce que ce que je vois contredit l'hypothèse de départ, Y égale X, ou est-ce que ça ne la contredit pas? C'est vraiment fondamental de comprendre ça. On voit trop souvent, par exemple, des étalonnages par enfin, certains traitent en fait en faisant des droites entre deux points d'étalonnage. Quand on est bien dans le monde de l'échantillonnage, on comprend qu'on ne peut pas faire ça. C'est absolument pas possible parce que les points qu'on a pris sont au hasard sur l'étendue de mesure. Je ne vois pas pourquoi il y aurait une droite entre deux points. Ça, c'est le pire des cas de surapprentissage. Voilà. Donc, il faut vraiment se méfier de ça. Il faut vraiment avoir en tête qu'on cherche à voir si le fabricant, il a bien fait
le travail Y égale X. Alors évidemment, si c'est un autre modèle, comme l'a dit Christophe, sur une résistance par exemple, on ne va pas chercher Y égale X, on va dire est-ce que les points qu'on observe tout de suite peuvent s'expliquer par le modèle théorique de la résistance. Si c'est oui, alors c'est le modèle théorique de la résistance qui compte, et si c'est pas oui, alors il faut se poser des questions. Là, c'est toute l'expertise métrologique. Voilà. Alors, troisième point essentiel avant d'attaquer vraiment la notion de modélisation, on revient sur les notions d'incertitude. Sur ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, l'incertitude, c'était par rapport à un point. Là, l'incertitude qu'on va avoir, c'est une incertitude, on va dire, dans l'espace. L'incertitude liée à mon étalon et l'incertitude liée à mon résultat de mesure, mon résultat d'étalonnage. Donc là, il ne s'agit plus d'avoir une incertitude qui se balade sur une droite autour de la valeur mesurée. Non, là, j'ai une problématique qui est une surface à 2 dimensions, c'est-à-dire j'ai une incertitude sur mon étalon en X. Ah ben oui, je connais sa valeur, mais ce n'est pas une connaissance parfaite, donc il est quelque part là-dedans. Et mon résultat d'étalonnage, j'ai mon incertitude d'étalonnage, mon résultat, il est quelque part dans cette zone-là. Donc effectivement, là, il faut raisonner sur une surface, sur un œuf, voilà, dans lequel peut se trouver ma valeur, et non pas uniquement sur une droite. Ça aussi, il faut faire attention de ne pas négliger ces éléments-là dans ma modélisation. Alors là effectivement, peut-être juste pour repréciser, je me suis absenté une minute, donc j'espère que je ne vais pas faire une redite. Quand l'étalonnage, depuis qu'on fait des étalonnages, et donc depuis, on va dire avant le VIM 2008, pour ceux qui pratiquent le VIM 2008, c'est pas tout à fait vrai, mais ce qu'on faisait avant le VIM 2008, c'est qu'au moment de l'étalonnage, on calculait un écart entre la valeur indiquée par l'instrument de mesure et la valeur supposée, enfin, et la valeur connue de l'étalon. Voilà. Et donc, on cherchait l'incertitude sur cet écart. Et l'incertitude sur cet écart, c'est évidemment une combinaison entre l'incertitude qu'on a sur la lecture, typiquement la répétabilité par exemple, ou les effets environnementaux, et les incertitudes liées à la valeur de l'étalon, typiquement l'incertitude d'étalonnage de l'étalon et la dérive de l'étalon dans le temps, parce que depuis que je l'ai étalonné, il a peut-être bougé. Voilà. Donc c'est normal que quand on raisonnait en termes d'écart, on ait combiné les incertitudes qui provenaient des Y, donc des mesures réalisées avec l'instrument de mesure, et des X, c'est-à-dire les valeurs étalons. C'était normal qu'on les combine dans l'écart. Donc l'incertitude d'étalonnage, c'est bien la combinaison de ces deux incertitudes-là sur les Y et sur les X. Mais quand on fait de la modélisation, il faut bien voir que le point qui est en X, il est quelque part dans un intervalle qu'on ne connaît pas, et c'est ça, c'est toutes les incertitudes liées à la connaissance des étalons. Et le point qui est en Y, il est quelque part dans le point vrai, la réalité, elle est quelque part dans les Y possibles, et ça, c'est les problèmes de résolution et de ci et de là. Voilà. Et donc, il faut bien voir notre point comme étant quelque part dans le plan, et avec des incertitudes sur sa position en X à cause de la méconnaissance des étalons et des incertitudes sur sa position en Y à cause de tout ce qui s'est passé pendant les mesures. Voilà. Donc, il est primordial, enfin, il est crucial de comprendre ça, et il va falloir aussi l'intégrer évidemment ensuite quand on va calculer notre modèle. Donc du coup, au final, les informations disponibles qu'on a quand on veut faire notre modélisation, c'est bien sûr le résultat de mesure, le couple XY, l'étalon, le résultat de la mesure, l'incertitude sur l'étalon, l'incertitude sur le résultat de la mesure. Il ne faut pas oublier effectivement les covariances éventuelles entre les différents points de mesure. On verra plus loin l'impact. Et enfin, comme on l'a dit, on a une hypothèse forte sur l'équation qu'on doit utiliser. Principalement, Y égale X, c'est vraiment celle qu'on attend d'un instrument de mesure. Donc, notre modélisation… Dans le cas général, c'est effectivement Y égale X, puisque, on redit, c'est vraiment c'est super important. Le fabricant d'un instrument de mesure, il cherche à faire Y égale X. Donc, l'étalonneur, il cherche à regarder s'il a fait Y égale X. Et c'est toute l'analyse qui nous dira oui ou non, et si ce n'est pas Y égale X, alors là, on pourra aller chercher des modèles plus compliqués. Mais au départ, et sachant tous les problèmes qu'on a, à savoir l'échantillonnage, les incertitudes en X et les incertitudes en Y, on va chercher dans les points, est-ce qu'on contredit l'hypothèse Y égale X ou pas? Voilà. Et de toute façon, avec 5 points d'étalonnage, on peut valider une hypothèse, mais on ne peut pas trouver si ce n'était pas Y égale X,
on ne peut pas imaginer ce qui se passe sur les 5000 points. Donc c'est vraiment une validation de modèle qu'on fait, c'est pas une caractérisation de modèle. Avec 5 points, vous n'allez pas trouver si c'est un polynôme d'ordre 2 ou d'ordre 3. Donc vraiment, il faut rester modeste par rapport à ce qu'on cherche. Donc, par rapport à ces informations disponibles, nous, ce qu'on va chercher, c'est effectivement les paramètres du modèle. On a notre modèle que vaut B0, B1. Ce modèle est imparfait, donc je vais chercher aussi les incertitudes sur ces B0, B1, comment ils varient. Ce qui m'intéresse, c'est mon résultat d'étalonnage me donne une valeur. Quelle est l'incertitude sur cette valeur de résultat d'étalonnage? Mon Y lié au modèle. Et enfin, normalement, ce modèle-là, je vais appliquer ou non une correction sur mon équipement. Quel est l'impact de cette correction sur un résultat de mesure après avec l'équipement? Mais là, peut-être il faut repréciser aussi, c'est important, Christophe, je te coupe. Vas-y, je t'en prie. Un modèle, ce n'est pas simplement B0 et B1. Alors, par hypothèse, depuis longtemps maintenant, vous savez, les droites, quand on était à l'école, on apprenait Y égale à X plus B, ou des fois Y égale A plus BX. Alors, du coup, avec A et B, on ne sait jamais de quoi on parle. Donc, nous, par hypothèse, maintenant, on utilise toujours la lettre B, la petite lettre B, pour indiquer les coefficients du modèle, et on met en indice du B la puissance du x. Donc B0, c'est B0 fois x à la puissance 0, c'est-à-dire B0 fois 1. Et ça, c'est l'ordonnée à l'origine. Et B1, donc pour x1, si j'avais un polynôme à l'ordre 2, j'aurais un B2 x2. B1, c'est la pente du modèle. Donc y égale x, ça suppose que B0 égale 0 et B1 égale 1. Voilà, pour se rassurer et qu'on se comprenne bien. Et on l'a vu dans le graphe, là où on avait présenté 3 modèles différents du même instrument. On a vu que B0, comme on fait de l'échantillonnage, on ne peut pas le connaître parfaitement. Pour connaître parfaitement B0 d'un instrument de mesure et pour connaître parfaitement B1 d'un instrument de mesure, il faudrait simplement histoire. Et si on avait une incertitude, si on n'avait pas d'incertitude d'étalonnage, il faudrait mesurer toutes les graduations de l'instrument. Et évidemment, on ne va pas pouvoir mesurer toutes les graduations de l'instrument. Donc, on fait de l'échantillonnage. Ça veut dire que dans cet échantillon, on va essayer de chercher un estimateur de B0 et un estimateur de B1. Donc, en aucun cas, on peut trouver le vrai B0 et le vrai B1. D'ailleurs, quand on fait sur Excel, on fait une droite et on fait insérer une courbe de tendance, écrire l'équation. Effectivement, Excel nous écrit bien l'équation Y égale B0, B1 avec une valeur déterministe de B0, une valeur déterministe de B1 qui a souvent plein de chiffres après la virgule et tout, parce qu'on ne peut pas toujours tomber sur des valeurs entières, évidemment. Mais si vous utilisez la fonction droite règle, on en parlera tout à l'heure, sur Excel, c'est une fonction matricielle qui vous renvoie B0 et B1, évidemment, mais qui renvoie aussi l'incertitude sur B0 et sur B1. Et c'est fondamental de comprendre qu'un modèle, ce n'est pas que B0 et B1, mais c'est B0, B1 et la matrice de variance-covariance sur les paramètres qui, elle, nous donne donc l'incertitude sur les paramètres et qui va nous permettre de calculer une incertitude sur la prévision. Voilà. Et c'est essentiel de comprendre ça. Le modèle ne se limite pas à 2 chiffres, il intègre les 2 chiffres et la matrice de variance-covariance. Et toute la question est comment se calculent ces incertitudes sur B0, B1. Je te laisse la parole puisque je sais qu'on va y arriver très vite. Voilà. Donc, comment calculer ces B0, B1 et les incertitudes sur ces B0, B1? On a bien sûr plusieurs outils mathématiques. L'outil mathématique le plus utilisé et le plus connu, c'est l'estimation par la méthode des moindres carrés. Voilà. Alors, la méthode des moindres carrés, c'est quoi? C'est j'ai mes points, mes résultats, mes points d'étalonnage, et je vais essayer de trouver la droite qui se rapproche le plus de ces points-là. C'est-à-dire que j'ai ma collection de droites, je vais les faire passer, et graphiquement, je vais essayer de minimiser cet écart entre ma droite et le point de la droite. Alors, ce n'est pas exactement l'écart, c'est le carré de l'écart. C'est pour ça, c'est les moindres carrés. On va diminuer. Donc, pour l'ensemble des points d'étalonnage, je vais chercher la droite qui va minimiser cet écart. Ça, c'est la méthode des moindres carrés. C'est une méthode mathématique tout à fait qui va très bien. Par contre, pour pouvoir utiliser cette méthode mathématique, j'ai besoin de respecter certaines hypothèses. Elle n'est valable que si certaines hypothèses sont respectées. Et on va aller voir les hypothèses qui doivent être respectées pour avoir le droit d'utiliser cette méthode-là. Alors, pourquoi je parle des moindres carrés? Bien évidemment, parce que c'est une méthode qu'on retrouve sous Excel avec la fonction droite règle.
c'est une méthode qui est intégrée dans beaucoup de tableurs et donc, entre guillemets, facile à utiliser. Les algorithmes sont déjà développés et même le faire à la main, c'est assez facile. Il n'y a pas de souci, les formules, on les retrouve partout. Alors, les hypothèses pour avoir le droit d'utiliser les moindres de carré, il y en a grosso modo 3. La première hypothèse pour utiliser les moindres carrés, c'est que tous les points ont la même incertitude. D'accord. Quand je vais faire mon étalonnage et puis que je vais faire mes différents points d'étalonnage, si j'utilise les moindres carrés, je prends comme hypothèse que tous les points, que ce soit le point du bas ou le point du haut, ils ont la même incertitude. Alors, peut-être Christophe, là, je vais juste faire une précision pour comprendre cette hypothèse. Alors, pourquoi dans les moindres carrés, qu'on appelle les moindres carrés ordinaires, c'est la méthode qui est développée. Alors déjà, pourquoi on utilise les moindres carrés très souvent? Parce que c'est la seule méthode, me semble-t-il, de modélisation dont on peut, avec laquelle on peut avoir des expressions analytiques pour calculer les coefficients. C'est-à-dire qu'on peut avoir une fonction mathématique qui dit B0 égale F2 XY, les XY qu'on a eu au moment de l'étalonnage. Les autres méthodes d'optimisation, elles font appel à des algorithmes et donc du coup, c'est beaucoup plus compliqué. Donc les moindres carrés, ils ont cet avantage de donner des expressions analytiques pour les coefficients. C'est pour ça qu'elles ont beaucoup de succès parce que c'est facile à implémenter dans les tableurs. Les autres, c'est des méthodes numériques qui sont plus compliquées. On pourrait avoir, par exemple, la droite qui fait que la distance entre chaque point et la droite enfin, on minimise la distance entre les points expérimentaux et la droite en valeur absolue. Voilà, on fait la somme des valeurs absolues des écarts la plus faible au lieu des moindres carrés, c'est-à-dire au lieu des écarts carrés les plus faibles. Sauf que cette méthode par les valeurs absolues, elle n'a pas d'expression analytique pour les coefficients. Ça, c'est la première remarque. La deuxième, pourquoi l'hypothèse sur Excel est qu'il faut que les Y aient tous la même incertitude? Simplement parce que Excel, en tout cas dans la méthode des moindres carrés ordinaires, on va estimer que l'écart qu'on obtient entre les points réalisés et le modèle, calculé avec la formule analytique dont je viens de parler, on va considérer que cet écart, il est l'expression de l'incertitude en Y. Et on va calculer la variance de ces écarts pour calculer la variance des coefficients qu'on trouve B0, B1. Et donc, si jamais je n'ai pas la même incertitude en Y sur chacun des points du domaine, les écarts ne sont pas que l'expression d'une même variance, puisque dans chaque point, il y a une variance différente. Donc, quand j'ai un point et un écart, je ne peux pas calculer une variance. Donc, du coup, je dis, comme hypothèse, mes incertitudes sur les Y sont constantes, et donc mes écarts au modèle sont bien représentatifs de la variabilité en Y, et je peux aller chercher la variance de ces résidus pour aller calculer mes incertitudes sur B0, B1. Si cette condition est violée, bien évidemment, ce que je vais calculer dans les incertitudes sur B0 et B1, c'est ce qu'on voit là, par exemple, une conséquence, seront fausses parce que du coup, cette condition est violée. Le S que j'ai utilisé pour calculer l'incertitude sur B0, B1 n'est pas le vrai S des Y parce que le vrai S des Y n'est pas constant. Voilà. C'est très, très important de comprendre ça. Voilà, donc en rouge, ça serait l'équipement parfait qui donnerait en étalonnage les points bleus. Mon étalonnage, mes incertitudes dépendent de mon niveau. Et si j'utilisais sur ces résultats-là les moindres carrés, j'obtiendrais la courbe pointillée. Voilà, effectivement, on minimise les écarts. Sauf que j'ai donné le même poids à ce point-là, que je connais très mal, et ce point-là, que je connais très bien. Et donc mon résultat, il est complètement absurde puisque le point donné par ma droite correspondant à ce point-là, il n'est même pas dans l'incertitude de mon point. Donc je m'aperçois qu'effectivement, il y a un problème. Et on comprend le problème, c'est que je n'ai pas la même confiance entre ce point-là et ce point-là. Donc, première hypothèse, l'incertitude est la même à tous les niveaux. Sinon, là, typiquement, je corrigerai un offset qui n'a pas lieu d'être. Deuxième condition pour pouvoir utiliser correctement les moindres carrés. Les moindres carrés vont avoir, dans leur méthode, ont pour but de minimiser les écarts en Y par rapport à la droite. Donc ça sous-entend que je considère que je n'ai absolument pas d'écart en X. Or, en étalonnage, ce que vous avez en X, c'est votre étalon. Si votre étalon est vraiment parfait par rapport à vos incertitudes de l'opération d'étalonnage, pas de souci, ça peut fonctionner. Maintenant, si effectivement votre étalon, l'incertitude sur votre étalon, il n'est pas négligeable, il a le même ordre de grandeur que votre incertitude d'opération d'étalonnage, dans ce cas-là, on est dans un cas de figure où l'incertitude
X n'est pas négligeable par rapport à l'incertitude en Y. Et donc, ce qui est utilisé pour les moindres carrés, les hypothèses sont complètement fausses. La conséquence qu'on pourrait avoir liée à ne pas respecter ces hypothèses-là, c'est toujours pareil, hein, c'est un graphique que j'ai fait. Là, typiquement, même chose, j'ai un instrument parfait, la droite rouge, qui me donne des résultats d'étalonnage. Sur ces résultats, point bleu, sur ces résultats d'étalonnage, j'utilise les moindres carrés. Je m'aperçois que effectivement, ma droite, elle n'intègre pas les points. Les incertitudes sont même pas, c'est des points sur ma droite. Donc oui, là encore, j'ai une erreur parce que j'utilise pas le modèle, les hypothèses adaptées à ma modélisation. Des choses à ajouter sur ce cas-là? Oui, je vais juste dire une chose, parce que je ne connais pas le profil de tous les participants, évidemment. On est plus de 60 connectés tout de suite. Certains doivent se dire, mais ça n'existe pas parce que moi, quand même, quand j'ai mes étalons, je les connais mieux que mes mesures et donc j'ai une faible incertitude sur les X. Et c'est vrai que c'est souvent le cas. Si j'étalonne des pieds à coulisses, l'incertitude que j'ai sur ma cale étalon, elle est évidemment négligeable devant l'incertitude que je vais avoir sur la lecture que j'aurai de la valeur de la cale sur mon pied à coulisses. Donc on est bien dans un cas où les incertitudes en X sont toutes petites devant les incertitudes en Y. Pas de problème là-dessus. En revanche, est-ce que ça existe des cas où les incertitudes en X sont grandes devant les incertitudes en Y? La réponse est clairement oui, et notamment dans le domaine de la chimie, de la physico-chimie. C'est-à-dire quand, par exemple, je veux faire une courbe d'étalonnage en prenant une solution mère que je dilue pour avoir des points en X, et ensuite je vais faire une mesure, par exemple, de densité optique, il est évident ici que les incertitudes en X sont beaucoup plus importantes que les incertitudes en Y. Voilà. Et pourquoi j'insiste sur ce cas-là, c'est que derrière cette exigence d'avoir des incertitudes en X quasi nulles, se trouve aussi la question de l'inversion du modèle. Voilà. On en parlera tout à l'heure, je sais Christophe qu'on va parler de ça. Et du coup, le problème de l'inversion du modèle, c'est surtout un problème de savoir quel est le ratio entre les incertitudes que j'ai sur les données que je mets en X et les incertitudes que j'ai sur les données que je mets en Y. Et des fois, on a intérêt à ne pas inverser le modèle, c'est-à-dire à inverser les colonnes pour trouver le modèle directement dans le sens où on veut l'utiliser, c'est-à-dire X égale F de Y, plutôt que appliquer la règle qui dit qu'on n'a pas le droit d'inverser les colonnes. Si cette règle dit qu'on n'a pas le droit d'inverser les colonnes, c'est simplement parce qu'elle dit aussi qu'il ne faut pas qu'il y ait d'incertitude en X. Et qu'évidemment, si je n'ai pas d'incertitude en X et que j'en ai en Y et que j'inverse les colonnes, alors ça veut dire que mes Y deviennent des X, il y a une incertitude dessus, et j'ai plus d'incertitude dans les Y parce que c'est les X qui sont venus à la place des Y. Et évidemment là, cette méthode ne peut plus marcher du tout parce qu'on ne respecte pas le fait que les données en X doivent être sans incertitude. Donc c'est essentiel, au minimum pour ceux qui font de la modélisation avec la méthode d'Excel et des moindres carrés ordinaires, posez-vous cette question du ratio des incertitudes entre X et Y. Et quand les incertitudes sont plus grandes sur vos étalons qu'elles le sont sur vos Y, vous avez tout intérêt à inverser les colonnes pour avoir le modèle directement dans le sens de l'utilisateur, plutôt que d'appliquer la règle qui dans ce cas-là, ne s'appliquerait pas du tout, parce que vous ne respectez pas les conditions initiales de la méthode OLS. À toi. Et donc la dernière hypothèse qu'on doit respecter pour utiliser correctement la méthode des moindres carrés, c'est l'indépendance de mes points d'étalonnage. La méthode des moindres carrés considère que mes différents points sont totalement indépendants. C'est un peu la remarque qu'avait fait au début Jean-Michel. Mais ils sont l'expression, ils expriment totalement mon incertitude de mesure à chaque point de mesure. Or, il peut arriver des cas où j'ai un étalonnage où, par exemple, la plus forte source d'incertitude soit portée par l'effet interopérateur, par exemple, et par l'effet variation de température. Mais dans ce cas de figure, si j'effectue un étalonnage sur mon équipement, l'étalonnage, tous les points vont être faits par le même opérateur, donc la source de variation liée à l'interopérateur ne va pas s'exprimer. Et puis l'opération d'étalonnage va se faire dans un court laps de temps, en moins de 5 minutes, l'opérateur il va me faire mes 4 points. Les variations de température ne se sont pas exprimées, et donc effectivement, dans mon incertitude, je ne vais pas, dans mes points, je ne vais pas exprimer l'incertitude liée aux variations de température. Donc au final, je risque d'avoir des points qui sont effectivement parfaitement alignés, puisque mon appareil, dans mon hypothèse, est parfait, mais par contre, ils vont être décalés. J'ai pris un opérateur, mais c'était un des opérateurs parmi tous les opérateurs possibles, c'est peut-être l'opérateur qui avait un petit biais,
et j'ai fait mon étalonnage à une température à 20 plus ou moins 2, quand j'ai fait mon étalonnage dans mon labo, il faisait 19. J'ai fait tous les points d'étalonnage à la température de 19 pendant mes 5 minutes. Donc, ce que je vais obtenir, c'est effectivement des points qui sont hautement corrélés et je vais avoir l'impression que j'ai une erreur systématique sur mon équipement. Et je vais avoir l'impression que j'ai absolument pas d'incertitude de mesure, comme disait Jean-Michel. Les moindres carrés ont tendance à vouloir exprimer les résidus, c'est vraiment l'incertitude de votre opération. Donc là, je vais avoir une droite parfaite et je vais dire, effectivement, là, j'ai un biais sur ma droite, il va falloir que je corrige mon offset. Donc, les moindres carrés ne prennent absolument pas en compte la notion de covariance qu'il peut y avoir entre les différents points. Donc aussi, attention à cet élément-là. Jean-Michel? Oui, alors les moindres carrés ordinaires, parce qu'après tu vas nous dire qu'il y a des moindres carrés qui les prennent en compte. Oui, ce que tu viens de dire est très juste. C'est ce qu'on appelle, nous, chez Deltamu depuis longtemps, les variances LO et les variances HO. LO pour Low Opportunity, HO pour High Opportunity. Quand on fait des mesures, si je répète mes mesures, et là je répète bien des mesures, en quelque sorte, j'ai fait 4 points sur mon pied coulisse, il ne faut pas 2 heures pour le faire. Donc quand je répète mes mesures, il y a des causes d'incertitude qui sont figées parce qu'on ne leur donne pas l'opportunité de varier. Typiquement, ce que tu as dit est très vrai, c'est-à-dire si j'ai un effet interopérateur dans mon laboratoire, c'est toujours le même, c'est un même opérateur qui fait les 4 points. C'est pas toujours le même opérateur qui fait toujours les pieds cuisses. Donc j'ai le même opérateur qui fait les 4 points. Donc du coup, on n'a pas donné à la cause opérateur l'opportunité de varier entre les 4 points. Donc elle se comporte comme un effet systématique et je peux croire qu'elle vient de la mesure alors qu'elle vient de l'opérateur. Pareil pour la température, tu as donné un très bon exemple, sauf que dans le cas d'un pied coulisse, la droite, elle ne suivrait pas comme ça, elle viendrait s'écarter en fait du modèle à cause des sujets de dilatation. Donc des fois, c'est la pente en fait qu'on va voir varier à cause d'une composante d'incertitude qui n'a pas eu l'opportunité de varier pendant l'échantillonnage, pendant les mesures liées à l'étalonnage de l'instrument de mesure. Et puis si je reviens à mon exemple tout à l'heure de la chimie, quand je prends une solution mère et que je la dilue pour obtenir des solutions filles et avoir une étendue sur laquelle je vais mesurer une densité optique, chacun comprend évidemment que le doute que j'ai sur la solution mère, il s'est transposé dans chacune des solutions filles. Et donc, si je pense que j'avais une solution à 1% alors qu'elle était à 0,8%, je dis n'importe quoi, dans mes solutions filles, il y a une erreur qui corrèle en fait. Il y a une source d'incertitude qui est la méconnaissance de la concentration de la solution mère qui va être une erreur commune entre chacune des solutions filles. Voilà, à la déduction près. Et donc, les covariances dans le monde des étalonnages existent systématiquement. On a des covariances dans toutes les mesures qu'on fait quand on est dans un laboratoire d'étalonnage. Enfin, dans toute mon epsilon, il ne faut pas être catégorique. Et cette covariance-là, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'elle impacte de façon importante l'évaluation de l'incertitude sur les paramètres B0, B1, et que comme la méthode d'Excel n'en tient absolument pas compte, elle va nous faire croire des choses qui n'en sont pas, parce qu'on ne respecte pas dans les conditions d'étalonnage les conditions dans lesquelles cette méthode d'Excel peut être utilisée. Donc du coup, qu'est-ce qu'on peut faire quand on n'a pas le droit d'utiliser les moindres carrés ordinaires? Évidemment, il existe une multitude de modélisations. Pour la métrologie, on en a au niveau du fascicule du CFM, on en a collecté celles qui sont le mieux adaptées, on va dire, à l'aspect métrologie. Donc on retrouve les moindres carrés avec les hypothèses qu'il faut respecter, qu'on vient de définir. L'autre méthode qu'on retrouve assez souvent, c'est les moindres carrés pondérés qui ont les mêmes hypothèses à respecter que les moindres carrés ordinaires, sauf pour la notion d'incertitude. Effectivement, les moindres carrés pondérés, on va réussir à avoir une incertitude qui dépend du niveau, on va pondérer l'incertitude et on va avoir quelque chose qui peut répondre au cas où mon incertitude dépend du niveau. Troisième méthode, les moindres carrés généralisés. Là, cette méthode-là, elle va prendre en compte l'incertitude en Y et les covariances qu'il peut y avoir entre les différents points. Et enfin, la dernière méthode, Generalized Gauss-Markov Régression, ça c'est une méthode qu'on préconise qui va effectivement prendre en compte les incertitudes en X, les incertitudes en Y, donc intéressant, et les covariances qu'il peut y avoir entre ces différents points. Alors le défaut de cette méthode-là, c'est que l'algorithme n'est pas forcément évident. Mais si on a un logiciel genre Anker dans lequel l'algorithme est déjà intégré, cette problématique n'existe plus. Voilà, donc ça c'est vraiment, on va dire, l'outil a priori qui correspond mieux
au contexte de l'étalonnage. Quelque chose à ajouter, Jean-Michel? Oui, bien sûr. Ah ben, tu sais que je suis bavard et tu sais que Bah je oui. suis. Oui, oui, bien sûr. Alors, oui, plusieurs choses à ajouter. Effectivement, la feuille de calcul Excel MCARE, elle est disponible gratuitement sur le site du Collège français de métrologie. Donc, il n'y a pas de problème. À partir du moment où on a Excel sur son ordinateur, on a un outil qui met en œuvre effectivement cet algorithme GGMR qui est vraiment très, très compliqué. Mais on s'en moque un peu de savoir s'il est compliqué ou pas, puisqu'on a des outils qui font ce calcul et qui sont gratuits. Donc, voilà. Quand je dis des outils, c'est que le LNE a aussi un outil qui s'appelle RegPoly, qui fait la même chose, enfin en tout cas qui met en œuvre la méthode GGMR pour répondre au contexte des étalonnages. Je répète, le contexte des étalonnages, c'est que les incertitudes en Y ne sont pas les mêmes sur tout le domaine, sur toute l'étendue de mesure. Il y a des covariances dans les Y, il y a des incertitudes sur les X et il y a des covariances sur les X et il peut y avoir des covariances entre les X et les Y. Donc la méthode GGMR, elle va prendre en compte toute cette matrice de variance-covariance entre les XI et les YI. L'intérêt d'MCARE, je ne sais pas si RegPoly, je suis un spécialiste de RegPoly le fait, l'intérêt d'MCARE, c'est qu'il calcule, lui, en automatique, cette matrice de variance-covariance entre les X et les Y, sous réserve d'avoir fait les calculs d'incertitude sur les X et sur les Y dans MCARE. Donc rien nous gêne à utiliser un logiciel gratuit qui met en œuvre et qui sait faire tous ces calculs-là. Que certains calculs soient compliqués, c'est un fait, mais je le redis, c'est la machine qui les fait. Le but, c'est pas de savoir faire à la main les calculs. Dans la méthode GGMR, c'est impossible. Le but, c'est de savoir qu'il y a un logiciel qui fait ces calculs-là et surtout de comprendre pourquoi on a besoin de ce logiciel-là et en tout cas de cet algorithme-là dans un contexte d'étalonnage. Et la vraie raison sous-jacente à ce que je dis, c'est que il faut garder en tête quand même que quand on fait un étalonnage, on a des valeurs de X connues et on mesure des Y. Voilà, ça c'est la phase 1 de l'étalonnage. On mesure des Y pour des X connus. Voilà. Et dans la méthode des moindres carrés, que ce soit OLS, WLS ou GNS, on considère qu'il n'y a pas d'incertitude en X. Donc on est dans le cas où il n'y a pas d'incertitude en X. Et donc on va écrire la fonction Y égale F de X. Sauf que l'utilisateur, il ne veut pas Y, la valeur mesurée, égale F de X, la valeur étalon. Lui, il veut la valeur vraie, donc X, en fonction de Y. Donc, on a un problème d'inversion du modèle. Donc, quand on est à l'ordre 1, inverser le modèle, ce n'est pas très, très compliqué. Par contre, dès qu'on a des polynômes un peu plus compliqués, ça ne se fait pas facilement. Voilà, ça, c'est la première remarque. Et on est obligé de passer, si on est dans un contexte OLS, WLS, GLS, on est obligé de passer par cette phase d'inversion du modèle parce que je vous rappelle que quand on met en œuvre ces trois méthodes, il n'y a pas d'incertitude en X. Donc, on ne peut pas inverser les colonnes parce qu'il y a toujours des incertitudes en Y. Donc, on ne peut pas inverser simplement les colonnes, sauf dans le cas que j'expliquais tout à l'heure où les incertitudes en X sont plus grandes que les incertitudes en Y. Mais dans le cas général, on ne peut pas inverser les colonnes, donc on est obligé d'inverser le modèle. Voilà. Quand on met en œuvre la méthode GGMR, on n'a plus cette question d'inversion du modèle, puisqu'on peut calculer le modèle dans le sens qu'on veut. L'algorithme se moque de savoir qu'en X, on a des étalons et en Y, on a des valeurs mesurées. L'algorithme, il veut qu'il n'y ait pas d'incertitude en X et que des incertitudes en Y quand on est dans les trois premières solutions. Quand on est dans la méthode GGMR, il sait prendre en compte les incertitudes en X, en Y et toutes les covariances. Quand j'inverse les colonnes, j'inverse simplement la matrice de variance-covariance et donc j'ai le modèle, je calcule le modèle par la méthode GGMR directement dans le sens de l'utilisateur, et ce, quel que soit le degré du polynôme. Et donc, je suis capable de traiter des polynômes compliqués, inversés directement grâce au fait qu'on a bien pris en compte toutes les incertitudes qui étaient en présence au moment où on a réalisé l'expérience d'étalonnage. C'est vraiment fondamental de comprendre ça. Cette question de l'inversion du modèle qui a rempli des pages et des pages, elle est très simple quand on a bien compris la méthode des moindres carrés et elle ne se pose pas quand on utilise le bon algorithme qui est celui qui correspond aux conditions d'étalonnage. Je le redis, dans les étalonnages, il y a toujours de l'incertitude en X, il y a toujours de l'incertitude en Y et il y a beaucoup de covariances ou souvent des covariances entre les Y, entre les X et entre les XY. Je te rends la parole, Christophe. D'accord. Donc, on a vu un petit peu les problématiques de la modélisation de courbe d'étalonnage. Maintenant, on imagine qu'on a choisi notre modèle, qu'on a les résultats. Ben, qu'est-ce qu'on a comme résultat et comment on va aller un petit peu exploiter ces résultats. Alors, dans le cas d'une droite B0, B1, le cas le plus courant,
Ce qu'on va exploiter, c'est effectivement ce qu'on a déjà dit, les valeurs de B0, B1, mais surtout l'incertitude qu'on a sur ces paramètres du modèle B0, B1, et aussi le fait de ne pas oublier que les paramètres B0, B1 ne sont absolument pas indépendants, ils sont corrélés. On verra tout en bas l'impact que ça peut avoir. Alors, on peut dire un mot tout de suite quand même, Christophe. On peut regretter qu'Excel ne calcule pas la covariance entre B0 et B1 dans la fonction matricielle règle, droite règle. C'est un peu surprenant qu'en 2020 encore, cette fonction ne retourne pas ce terme de covariance qui est très important quand on utilise la loi de propagation des incertitudes de mesure du GUM. Oui, tout à fait. C'est incompréhensible. Il calcule donc. Il doit B0, B1. On les trouve dans la littérature, on peut les calculer facilement, mais il faut refaire une petite case de calcul dans Excel, en plus de la fonction droite règle pour calculer cette covariance. Ouais, c'est tout à fait, c'est étonnant, mais bon. En plus, il fournit plein d'autres informations, mais celle-là qui est quand même relativement très importante n'est pas donnée. Donc, nos paramètres B0, B1 et leurs incertitudes et la corrélation. L'autre élément qu'on va aussi étudier, ce sont les résidus de notre modèle. Les résidus du modèle, en gros, c'est l'écart entre les points de mon modèle et les points réels d'étalonnage. En gros, les résidus, c'est l'écart entre ça et ça, c'est mon modèle obtenu, l'écart entre ce point-là et ce point-là. Ces résidus, quelle information ils vont nous donner? Ils vont nous donner un petit peu le flou que j'ai autour de ma droite d'étalonnage. Donc, on revient à l'idée que mon résultat de droite d'étalonnage, c'est ce qui correspond le plus à la réalité, à la valeur vraie de mes points. Et donc, je vais faire varier les incertitudes autour de ce point-là, et puis je vais regarder si effectivement mon point résultat d'étalonnage, il est bien dans l'incertitude attendue. Donc les résidus vont quand même vous donner des informations sur la qualité de votre modèle, entre autres, par rapport à votre résultat d'étalonnage. Là, j'ai deux cas de figure. Le premier cas de figure où j'ai ma droite, mon résultat de modélisation, et je m'aperçois que ma modélisation n'est pas capable d'expliquer mon résultat d'étalonnage. Les incertitudes ne sont pas compatibles avec mes résultats d'étalonnage. Donc là, effectivement, j'ai un problème par rapport à mes résidus et ma modélisation. Le deuxième cas de figure, là, au contraire, là, on veut dire que tout va bien, ma droite est capable d'expliquer effectivement les différents points d'étalonnage que j'ai observés. Donc, les résidus vous donnent aussi une information par rapport à la qualité de votre modèle et la réalité du modèle par rapport à ce que vous observez. Jean-Michel ? Pardon, je t'ai coupé. Vas-y, continue. Non, vas-y, Jean-Michel, je t'en prie. Oui, donc les résidus, c'est très, très important. Alors là, on l'a dit dans le webinaire, 1 heure, on peut pas décortiquer toute la problématique de la modélisation. Mais dans les résidus, on va trouver effectivement des informations concernant notamment le modèle. C'est-à-dire les résidus, s'ils sont, suivant la façon dont ils sont distribués, ils peuvent nous montrer qu'on n'a pas choisi le bon modèle. Voilà. Donc ça demande un peu d'interprétation, un peu d'analyse graphique. Mais ce qu'on va faire aussi également, c'est vérifier, et c'est le cas de la figure à droite, si les résidus qu'on observe, ça peut être d'accord aussi dans les deux cas. En gros, la question, c'est est-ce que les résidus que j'observe, ils viennent de mes effets étalonnage, typiquement la répétabilité, puisque à chaque fois que j'ai une mesure, j'ai du bruit de mesure, donc j'ai de la répétabilité, donc cette répétabilité m'écarte du modèle, et donc du coup, est-ce que ça peut s'expliquer par simplement la répétabilité, en tout cas toutes les causes qu'on appelle HO, donc High Opportunity, de varier pendant l'expérience d'étalonnage. Donc, est-ce que mes résidus peuvent venir de là? S'ils viennent de là, alors je dis je les ai pas vus, simplement. Du coup, ce que je peux pas conclure sur l'existence de résidus sur mon instrument de mesure. Et c'est quoi les résidus de mon instrument de mesure? Rappelez-vous la première figure, là, dans les premières figures, le synoptique d'un instrument de mesure entre la réalité et l'idéal. On a un biais, le biais c'est le modèle, et on a aussi un problème de dispersion de chacune des petites graduations. Et peut-être que mon résidu, ici, c'est le cas de la figure de gauche par exemple, exprime une mauvaise qualité de chacune des petites graduations. Alors, est-ce que ça existe sur des instruments de mesure? Oui, j'ai un exemple en tête, parce que moi, je viens de la mécanique. Un comparateur mécanique à cadran, ça a typiquement le genre de problème de la figure de gauche. C'est pas, ce qu'on voit, ce n'est pas les résidus,
de l'étalonnage. Quand on fait l'étalonnage d'un comparateur, ce qu'on voit, c'est la qualité discutable du système d'engrenage qui est à l'origine, enfin qui fonctionne dans le comparateur pour donner une information. Donc, l'analyse des résidus, c'est déjà est-ce qu'ils sont ou pas explicables à cause de mes incertitudes d'étalonnage, et notamment de la partie répétabilité, d'accord? Et s'ils ne sont pas explicables par ça, est-ce que c'est un problème sur la forme de mon modèle ou est-ce que c'est un problème lié effectivement à la technologie de mon instrument et à mon instrument lui-même? La conséquence n'étant pas la même. Dans la deuxième question, si je réponds c'est à cause de mon modèle, ça suppose qu'il faut que je regarde si un autre modèle marcherait mieux et expliquerait mieux les points d'étalonnage et que je m'explique à moi-même pourquoi ça serait un autre modèle. Et si ce n'est pas un problème de modèle, mais bien un problème de qualité intrinsèque de l'instrument de mesure, alors cette variance des résidus va participer à l'incertitude de mesure quand j'utiliserai mon instrument de mesure parce qu'il y a une imperfection aléatoire en fonction de la petite graduation sur laquelle je tombe quand je fais une mesure. Je rappelle que faire une mesure avec n'importe quel instrument de mesure que ce soit, c'est quelque part tomber sur une des graduations que propose l'instrument de mesure. Voilà, donc là, on a vu effectivement la modélisation de notre équipement grâce au point d'étalonnage. La question qu'on se pose maintenant, c'est, OK, j'ai mon modèle, est-ce qu'il faut ou non que je corrige mon équipement? Est-ce que j'ai vu mon équipement? Est-ce que j'ai vu un biais? Est-ce que j'ai vu un problème? Ou est-ce que mon équipement, il est tout à fait correct? On a vu que les B0, B1, c'était des estimateurs des valeurs vraies de B0, B1, comme a dit Jean-Michel. Donc, effectivement, on n'aura jamais Y égale X. Donc, même si notre instrument est parfait, notre opération d'étalonnage va flouter notre vision de notre équipement. Donc, ma question, c'est, j'ai mon résultat d'étalonnage, j'ai mon B0, B1, qui ne vaut pas Y égale X, est-ce qu'il faut que j'ajuste mon équipement? Alors, ça dépend de la qualité de votre opération d'étalonnage. Dans la prise en compte de la correction, il faut prendre en compte la qualité de votre étalonnage. Et le but de ce slide, c'est d'essayer de vous montrer comment, effectivement, décider du moment où il faut corriger ou pas corriger l'équipement. L'idée, c'est cette notion de signature du processus d'étalonnage. Suite à mon étalonnage, j'ai trouvé mes paramètres B0, B1. Et je vais essayer de voir, dans le cas d'un équipement parfait, quels sont les B0, B1 que pourrait me donner mon opération d'étalonnage qui est imparfaite. Donc là, on va le faire par simulation Monte-Carlo, par simulation numérique. C'est-à-dire que je considère que mon appareil est parfait, donc j'ai un étalon parfait, un X parfait, mais je sais que je connais mes incertitudes sur ces différents éléments, donc je vais ajouter mon incertitude sur mon étalon, exprimer l'incertitude que j'ai sur l'étalon, je vais exprimer l'incertitude que j'ai sur mon opération d'étalonnage, et ça va me donner un point d'étalonnage de mon appareil parfait, un point d'étalonnage qui montre l'imperfection d'étalonnage. Ça, je vais le faire sur mes différents points d'étalonnage. Donc, ça va me donner un résultat d'étalonnage possible d'un appareil parfait. Et ce résultat d'étalonnage possible, je vais tracer ma droite B0, B1 avec ces points résultats d'étalonnage imparfaits. Ça va me donner un couple B0, B1 qui correspond à une droite d'étalonnage possible sur un appareil parfait. Je vais répéter cette opération de simulation d'étalonnage plusieurs fois. Et donc, je vais avoir différents couples possibles B0, B1 d'étalonnage sur mon équipement parfait. En bleu, j'ai la représentation de tous les points que je peux obtenir suite à l'étalonnage d'un appareil parfait, étant donné que mon opération d'étalonnage et que mon étalon sont imparfaits. Donc, effectivement, un appareil parfait me donnerait B0 égale 0, oui, j'ai pas de problème d'offset, B1 égale 1. Donc, un appareil parfait me donnerait un point ici. Comme mon opération d'étalonnage est imparfaite sur cet appareil parfait, j'obtiens effectivement ce nuage de points qui correspond au résultat d'étalonnage que je peux avoir avec mon appareil parfait dans mon environnement imparfait. Donc ça, c'est ce que j'obtiens. Mais je vais maintenant regarder si le résultat d'étalonnage que j'ai sur mon équipement actuel, il est
dans ce nuage de points, cas de figure ici, ça c'est mon résultat d'étalonnage réel que j'ai obtenu et donc mon modèle réel que j'ai obtenu. Est-ce que mon modèle est dans ce nuage de points? Si mon modèle tombe dans ce nuage de points, ça veut dire que l'équipement que je viens d'étalonner, mon Dieu, il a le même comportement qu'un appareil parfait. Ça ne veut pas dire qu'il est parfait, mais ça veut dire que mon processus d'étalonnage ne permet pas de dire que j'ai un biais, que j'ai quelque chose à faire. C'est-à-dire, il est peut-être parfait, il a peut-être un petit problème, mais le problème qu'il a, de toute façon, mon opération d'étalonnage n'est pas capable de le voir. Donc, ce type d'équipement qui va donner un résultat dans mon nuage de points, surtout, je ne vais pas le corriger, sinon je fais de la correction sur du bruit. Au contraire, si je trouve un résultat d'étalonnage en dehors de ce nuage, par exemple un résultat d'étalonnage ici, une pente qui me donne un résultat ici, là je m'aperçois que oui, effectivement, j'ai vu quelque chose sur ce résultat-là, il va falloir que j'amène des corrections sur cet équipement-là. Là, effectivement, j'ai vu mon équipement. Ce n'est pas mon bruit d'étalonnage qui me camoufle les autres, j'ai vu mon équipement. Et je vais revenir sur la notion de B0, B1 qui sont corrélés. Effectivement, on peut avoir l'habitude de dire, effectivement, pour voir si tout va bien, je vais regarder, ce que j'attends, c'est ma droite Y égale X. Donc, je vais regarder si B0 est proche de 0 et B1 proche de 1. Donc, je vais regarder les incertitudes que j'ai sur B0. Ici, mon B0, il varie entre moins 0,5 et plus 0,5. Et les incertitudes que j'ai sur B1. Mon B1, il varie de 0,97 à 1,3. Et donc, je vais pouvoir regarder indépendamment, est-ce que B0, il est dans son intervalle? Est-ce que B1, il est dans son intervalle des possibles? Je m'aperçois grâce à ce graphique-là que là, j'ai un point qui est tout à fait dans les possibles de B0, qui est tout à fait dans les possibles de B1. Oui, il est dans les intervalles de chacun. Mais comme j'ai une covariance entre B0 et B1, il n'est pas dans les possibles de la combinaison des deux. C'est pour ça qu'on a effectivement ce graphique en ellipse. B0 et B1 ne sont pas indépendants. Donc quand on regarde la possibilité de correction, il ne faut pas regarder séparément B0, B1. On peut avoir des mauvaises réponses en les regardant séparément. Il faut regarder vraiment la réponse sur le couple B0, B1. Typiquement, ce cas de figure, il y a correction, bien que B0 et B1 soient dans leurs incertitudes respectives. Donc ça, c'est un graphique intéressant qui vous permet effectivement de décider de la correction ou non d'un équipement. Jean-Michel, quelque chose à ajouter? Je peux saluer ta performance parce que en fait, là, on se rend compte qu'un webinaire, c'est quand même plus compliqué que quand on est dans une salle de cours. Parce que expliquer la signature du processus d'étalonnage à l'oral, sans voir tes interlocuteurs et sans avoir un tableau, c'est compliqué. Donc, tu t'en es bien sorti. Juste merci, Jean-Michel. Pour bien qu'on se comprenne. Un laboratoire d'étalonnage, il doit savoir évaluer ses incertitudes d'étalonnage. On a vu que tout de suite, il est combiné les X, les Y. En réalité, il faut les décombiner pour faire de la modélisation, mais peu importe, il suffit d'aller arranger les incertitudes qui sont sur les Y dans les incertitudes sur les Y et les incertitudes qui sont sur les X dans les incertitudes sur les X. Ensuite, calculer la matrice de variance-covariance, c'est aussi possible avec une petite analyse dans laquelle on va, dans les détails de laquelle on ne va pas rentrer, mais sur MCARE, c'est expliqué, dans la notice, c'est expliqué, c'est pas très, très compliqué. Voilà. Donc, on sait évaluer dans un laboratoire d'étalonnage nos incertitudes en X, nos incertitudes en Y, c'est-à-dire ce qui vient du laboratoire d'étalonnage, et on sait évaluer la matrice de variance-covariance de ces erreurs possibles sur mes X et sur mes Y. L'instrument de mesure parfait dont nous parle Christophe depuis 5 minutes, il n'existe évidemment pas. Il n'existe évidemment pas. Par contre, par simulation numérique, je peux imaginer que j'étalonne un instrument de mesure parfait. Et quand je fais cette hypothèse, je vais trouver des résultats d'étalonnage simulés d'un instrument qui n'a pas d'erreur. Et ce que j'observe dans mes bruits d'étalonnage, enfin dans les points que j'observe d'étalonnage, s'ils ne sont pas parfaits aussi, c'est le résultat de mes erreurs d'étalonnage sur les X et sur les Y. Et dans cette simulation d'un étalonnage, je peux demander au logiciel de me dire quelle est la droite qu'il calculerait dans ces points-là, sachant que je sais pertinemment qu'il n'y a pas de droite dans ces points-là parce que l'instrument est parfait. Et chaque simulation d'étalonnage nous donne une droite,
Si c'était un modèle à l'ordre 2, on aurait plusieurs graphes de signature, mais restons simples, nous donne une droite. Donc, chaque simulation nous donne un couple B0, B1 qui nous permet de faire un petit point bleu dans le dessin qui est ici. Et quand je fais beaucoup de simulations, je me rends compte que mes points bleus, ils ne sont pas dans un rond, ils ne sont pas dans un rectangle, ils sont dans une ellipse. Et la forme de cette ellipse et la taille de cette ellipse, elle dépend fortement, enfin, elle dépend de mes incertitudes d'étalonnage évidemment, mais elle dépend aussi du nombre de points que je choisis en X pour faire mon étalonnage et du nombre de répétitions que je fais sur chaque point en X à cause de mes phénomènes de répétabilité. Et cette ellipse, en fait, elle peut nous signifier la qualité de notre protocole d'étalonnage. Et si jamais on veut améliorer les choses parce qu'on veut être plus sûr de voir l'instrument de mesure, eh ben on va faire plus de points et on va faire plus de répétitions de manière à pouvoir distinguer si ce qu'on voit au moment de l'étalonnage, c'est vraiment l'instrument ou c'est pas vraiment l'instrument. Et là encore, on a un système de qualité-prix, c'est-à-dire que oui, je pourrais améliorer largement ma capacité de détecter une erreur systématique d'un instrument de mesure. La contrepartie de cette capacité de détection, c'est d'augmenter mes points d'étalonnage et mes répétitions, donc d'augmenter le coût d'étalonnage. Donc on peut, grâce à cette ellipse, trouver une espèce de rapport qualité-prix entre ce que je suis capable de voir et ce que je ne suis pas capable de voir. Voilà. Donc ça pourrait être aussi un indicateur de tarification des prestations d'étalonnage. Et là, comme tu l'as très bien dit, Christophe, dans le cas où la correction est réputée nécessaire, c'est-à-dire le point en dehors de l'ellipse, ici, eh ben, c'est parce que, tu l'as dit, hein, je répète, le B0, il est pourtant bien dans l'ensemble des B0 possibles, le B1, il est pourtant bien dans l'ensemble des B1 possibles, mais quand on les regarde tous les deux, eh ben, ils ne sont pas dans l'ensemble des B0, B1 à cause des erreurs d'étalonnage. Donc, on en déduit que c'est l'instrument qu'on voit. Et comme on voit l'instrument et que cet instrument va nécessiter une correction, c'est à ce moment-là qu'on se pose la question de l'inversion du modèle et donc des incertitudes sur les paramètres du modèle qui vont dans le bon sens, ce qui va nous permettre de faire une incertitude sur la valeur de X, sachant Y, quand on utilise l'instrument de mesure dans le quotidien. Voilà. Et c'est cette incertitude-là sur la prévision qui va être intégrée au calcul d'incertitude du processus de mesure qui utilise cet instrument qui est corrigé. Voilà. Alors, à ce stade, on est loin d'avoir tout dit. Pour l'auditeur, les auditeurs précisent plusieurs choses. Un, le CFM a sorti un guide il y a déjà longtemps qui traite de ces questions. On peut peut-être remettre les webcams si tu veux, Christophe, ça sera plus humain. Donc, le CFM a sorti un guide qui explique un grand nombre de choses de ces techniques de modélisation. La notice du logiciel MCARE qui est disponible gratuitement sur le site du CFM. Pour ceux qui n'ont pas le lien et qui seraient intéressés, si on a la question, on mettra ça dans la foire aux questions, le lien vers MCARE. Bon, il peut y avoir des petits problèmes de fonctionnement sur MCARE à cause de votre version de Windows. Alors, ceux qui auraient des problèmes de fonctionnement, je vous invite à vous retourner vers DeltaMu puisque c'est nous qui le développons. Bon, pour des raisons diverses et variées, la mise à jour du logiciel n'a pas été faite sur FM, mais nous serions en mesure de vous amener une application qui tourne sur votre Windows si jamais celle fournie par le CFM ne marchait pas. Donc, avec la version du CFM, il y a une notice qui est suffisamment, me semble-t-il, détaillée pour expliquer des choses. Et la bonne nouvelle, alors c'est pas un scoop, on a déjà annoncé des choses sur ce thème, mais dans les semaines qui viennent, peut-être mois, il faudra peut-être un peu patient, DeltaVu va proposer différents fascicules. Le premier sur les bases des statistiques qui a servi à l'animation du webinaire numéro 1. On aura un deuxième fascicule sur les tests statistiques. On n'a pas fait de webinaire sur ce sujet-là. On pourrait en faire un si dans le futur, on verra un petit peu ce qui se passe. Et on aura un troisième fascicule qui décrit de façon très pédagogique toute la problématique de la modélisation, voilà, avec beaucoup d'explications, beaucoup de figures, beaucoup de modélisation, beaucoup de simulations. Et ça sera diffusé normalement gratuitement sur notre site au format PDF. Il faudra juste être un tout petit peu patient. Il est tout de suite en train d'être mis en page. Et puis après, on a forcément une stratégie de diffusion. On ne va pas tous les diffuser en même temps. Donc, ça risque d'arriver. Voilà. Mais pour ceux qui sont vraiment curieux et impatients, qui prennent contact avec nous et on saura faire des petites entorses à notre stratégie. Voilà. Écoutez, j'espère que même si on n'a pas pu, évidemment, je le redis, aller dans le fond de toutes les questions, l'ensemble des documents qui sont disponibles vont vous permettre de travailler sur cette question de la modélisation. Alors, je ne sais pas si on a le temps de prendre quelques questions à l'oral. Johan, je ne sais pas si tu as des questions à nous poser. J'ai des questions sur mail. Alors, les différentes questions auxquelles on répondra, je le redis par écrit si on n'a pas le temps.
La première, c'est est-ce au niveau du certificat d'étalonnage, l'incertitude de mesure élargie doit être émise d'une manière évidente. Alors aujourd'hui, dans un certificat d'étalonnage, en tout cas dans les laboratoires COFRAC, évidemment, on donne une certitude d'étalonnage. C'est une des grandes parties, une des grandes missions du COFRAC que de valider que l'incertitude d'étalonnage est donnée. Malheureusement, aujourd'hui, dans les certificats d'étalonnage, l'incertitude d'étalonnage est donnée sur les écarts. Et donc, pour faire de la modélisation, c'est compliqué parce que quand on a l'incertitude sur l'écart, on n'a pas la distinction entre ce qui se passe en X et ce qui se passe en Y. Et de toute façon, on n'a pas la matrice de variance-covariance des XY qui, elle, appartient en propre au laboratoire d'étalonnage. Donc là, cette question, moi, je reste stupéfait qu'un VIM qui date de 2008, alors qu'on est en 2020, il y a 12 ans, je ne trouve pas tout à fait logique que ce ne soit pas encore dans les mœurs et que sur les certificats d'étalonnage des prestataires, on n'ait pas tout ce travail de modélisation qui a été fait parce qu'il est normalement exigé par le VIM. Donc, c'est aux industriels, je pense, de faire un peu pression sur leurs prestataires de manière à avoir un étalonnage conforme au VIM. En métrologie, on est très attaché à être conforme au GUM, conforme au VIM, conforme à la 10012, conforme à tout ça. Là, curieusement, on n'est pas conforme au VIM. On pourrait se rebeller un petit peu. Voilà. Ensuite, j'ai une autre question. Y a-t-il une théorie, une norme WOD qui indique le nombre de points du modèle en fonction du nombre de points de consigne? Bon, alors, je traduis la question, parce que j'imagine que c'était est-ce qu'il y a une norme qui nous dit combien il faut de points pour définir un modèle donné? Alors, Christophe l'a plus ou moins dit, il faut un point de plus, je crois, un ou deux, que le degré du modèle, mais ce n'est pas vraiment la question au cœur de notre sujet, dans la mesure où on l'a dit, ce qu'on cherche, c'est à vérifier si le constructeur a bien fait Y égale X ou tout autre modèle connu. C'est très, très dangereux de vouloir faire passer un modèle par des points expérimentaux. Je redis, les points expérimentaux, ils sont entachés d'incertitudes, en X, en Y, il y a des covariances, et donc de faire passer un modèle par ces points-là, ce n'est pas du tout la bonne option. En revanche, quand on a un nombre de points et qu'on regarde le modèle a priori et on regarde si on le retrouve dans les points, il va de soi, c'est ce que j'expliquais un peu tout à l'heure sur l'ellipse, que plus j'aurai de points, plus j'aurai de répétitions sur les points et plus l'ellipse sera petite et plus je verrai des choses. Mais c'est exactement la même question de combien de points il faut pour calculer un écart type. C'est sûr que pour estimer un écart type, si j'ai 1000 points, j'aurai un écart type qui aura un niveau de fiabilité bien plus important que si j'ai 3 points. Donc c'est un ratio à trouvez-vous. C'est de toute façon un équilibre qualité-prix, quoi. Donc voilà, trop c'est trop cher, trop peu c'est trop de bruit. Il faut trouver le bon équilibre et il n'y a pas de réponse toute faite, hein, puisque ça va beaucoup dépendre de la matrice de variance-covariance du laboratoire et donc du poids des effets de type LO, donc qui sont dans les termes de covariance, et les effets de type HO qui sont dans la diagonale de la matrice et qui sont de bruit de mesure. Si j'ai beaucoup de HO, je dois répéter plein de fois les mesures sur le même point. Si j'ai pas du tout de HO, c'est ridicule de répéter les mesures sur le même point. Il vaut mieux que je fasse plus de points. C'est vraiment une question qui doit être étudiée au cas par cas. J'ai une troisième question. À partir de quel ratio peut-on dire que les incertitudes sur les X sont négligeables? Excellente question, je n'ai pas de réponse toute faite. Bon, le chiffre qui viendrait, c'est 10%. Alors, c'est sûrement parce que Christophe a animé le webinaire sur le MSA et qui nous dit qu'en dessous de 10%, c'est complètement négligeable. Donc, c'est à peu près la même question. 10% voilà. en variance. Si on dépasse 30% le ratio entre l'incertitude sur les X et sur les Y, franchement, si on dépasse 30%, il faut arrêter tout de suite l'OLS. Voilà. Mais on peut aussi s'amuser à le faire par simulation. C'est que sur MCAR, il y a un outil de simulation, donc vous pouvez vous amuser à regarder ce qui se passe en mettant des valeurs en X, en Y, en dimensionnant des incertitudes et puis en inversant les choses pour regarder ce qui se passe. Enfin, voilà. Autre question, est-ce que le choix de la méthode des moindres carrés doit être discuté avec le client? Alors là, pour moi, ma réponse un peu arbitraire et catégorique, c'est non. Ce n'est pas au client de choisir la méthode des moindres carrés de modélisation, c'est au contexte. C'est le contexte qui nous impose la méthode. S'il y a des incertitudes en X, en Y et des covariances entre les XY, et les Y et les XY, alors il n'y a pas de choix du client. Alors, c'est la méthode GGMR. Mais je dirais que globalement, pour un laboratoire d'étalonnage, ça ne coûte rien de mettre la méthode en œuvre GGMR, puisque le laboratoire, il a déjà calculé ses incertitudes. Avec un logiciel comme MCAR ou sur RecPoly, il n'a qu'à appuyer sur un bouton. Donc, il n'y a pas de surcoût. Il y a évidemment une compréhension de tout ça. Il y a sûrement un peu d'investissement en termes de formation. Mais après, il n'y a pas de surcoût à l'étalonnage parce qu'on applique telle ou telle méthode, sachant que c'est les machines qui font les calculs. Ce n'est pas les gens qui font les machines à la main.
intéressant d'utiliser la modélisation WLS dans le cas où on connaît les incertitudes en Y qui seraient toutes identiques. Ah bah si les incertitudes en Y sont toutes identiques, on n'utilise pas la méthode WLS. La méthode WLS, elle pondère les points par l'inverse de la variance sur les Y. Et donc là, du coup, si vous avez la même variance sur tous les Y, vous aurez le même coefficient de pondération sur tous les points. Et partant, vous n'aurez absolument aucun impact de la méthode WLS. Elle vous donnera rigoureusement la même chose que la méthode OLS. Est-ce que la carte type de prédiction sur YI donnée par droite règle, la prédiction est différente de la prédiction de modèle? Bon, ça, c'est un. J'arrêterai là, je prendrai la dernière question, je vois que l'heure passe. Et bon, on a encore beaucoup de participants. Il n'y a pas. Nos participants sont toujours là. Donc, bon, moi, je peux continuer. Les cartes types données. Alors, là, j'avoue que ça me coince un peu. Pour répondre par écrit, on ira re-regarder exactement ce qu'est les cartes types de prédiction. Moi, il me semble que la méthode droite règle donne effectivement les cartes types des résidus qui participent à l'incertitude sur la prédiction. Et nous, qu'on dise prédiction, prévision, on utilise le même mot. Hein, voilà. Enfin, moi, je préfère prévision parce que prédiction, ça fait un peu oracle et boule de cristal. Mais voilà. Alors, à l'écrit, on répondra et on vérifiera s'il y a une nuance entre prédiction et prévision. Pour moi, je n'en fais pas. Et on vérifiera ce qui est bien cet écart type de prédiction de droite règle pour ne pas vous raconter de bêtises. Donc là, attendez la réponse écrite pour avoir une réponse fiable, parce que je peux m'être trompé. Finalement, en tant que client, comment je vais exploiter un certificat d'étalonnage? Moi, je dirais globalement en demandant à votre prestataire de le faire, parce que vous n'êtes pas capable de le faire. À partir du moment où on ne vous donne que l'incertitude sur les Y, sur les écarts, vous ne pouvez pas faire la distinction entre les X, entre les Y, vous ne pouvez pas calculer la matrice de variance-covariance, donc vous ne pouvez pas faire une modélisation de ligne de Snow. C'est le laboratoire d'étalonnage qui doit le faire. S'il ne veut pas le faire, demandez-lui au minimum son détail d'incertitude d'étalonnage de ces Y, et auquel cas avec MCAR, vous distinguerez ce qui vient des X, ce qui vient des Y, et vous ferez votre traitement vous-même. Mais c'est absolument pas possible de le faire si vous ne connaissez pas la distinction des X, des Y et la matrice de variance-covariance. Donc, c'est pas possible. Comment construire ce nuage de points puisque l'instrument n'est pas parfait? Alors ça, c'est une bonne question et du coup, ça prouve bien que c'est compliqué les webinaires. Ce nuage de points, il est construit par simulation numérique. Donc, oui, l'instrument parfait n'existe pas. Par contre, votre bilan d'incertitude d'étalonnage, il existe. La distinction entre les X, les Y et tout ce qui va bien pour calculer la matrice de variance-covariance, on peut le faire. À partir de là, on peut simuler autant d'étalonnage qu'on peut, et MCAR le fait. Et donc, ce nuage des points bleus qu'on avait tout à l'heure à l'écran, c'est un nuage de points obtenu par simulation sur la base de votre protocole d'étalonnage et de vos incertitudes d'étalonnage. La question suivante, c'est qu'est-ce qui varie dans la simulation? Ce qui varie, c'est les incertitudes sur les X, les incertitudes sur les Y et le nombre de points de votre protocole d'étalonnage. Donc, en gros, quand on fait de la simulation pour faire la signature du processus d'étalonnage, on sait évidemment combien vous avez de points d'étalonnage, on sait combien vous répétez de mesures sur les points d'étalonnage, on connaît la matrice de variance-covariance des erreurs qui peuvent se produire sur les XY et on simule des résultats d'étalonnage comme si l'instrument était parfait et on regarde la droite qu'on croit voir dans les points et c'est ces droites qu'on croit voir dans les points qui matérialisent l'ellipse qu'on a vue tout à l'heure avec les points bleus. Voilà. Johan m'a fait passer toutes ces questions-là. J'ai répondu à toutes les questions que j'avais à l'écrit, mais j'imagine qu'il y en aura eu d'autres pendant les réponses. En tout cas, on aura grand plaisir. Alors, c'est beaucoup de travail pour nous de répondre à l'écrit à toutes vos questions, mais on met un point d'honneur à le faire. On redoute qu'il y en ait beaucoup trop. On verra ça 15 minutes ou 20 minutes après la fin du séminaire, puisque c'est à ce moment-là que la plateforme nous retourne toutes les discussions du chat. Et donc, voilà. Bon, écoutez, je crois qu'on va s'en tenir ici. Christophe, tu voulais peut-être ajouter des choses sur les réponses que j'ai formulées ou... Non, c'est parfait. J'ai un peu montré MCAR. Je ne sais pas si ça a été vu. Johan, tu confirmes qu'on le voyait? Oui, pas de souci, on voyait. Voilà, donc ça a accompagné un peu le discours. J'ai des questions qui me sont parvenues par mail, mais à un moment, je vais en effet. Ok. Bon, je vous encourage à aller voir effectivement MCAR parce que tous les concepts qu'on vous a donnés, ça paraît peut-être complexe, mais c'est nécessaire pour comprendre l'utilisation d'MCAR. Mais justement, ça se complexe. C'est en utilisant MCAR que vous allez comprendre mieux les concepts, et c'est parce que vous utilisez les concepts que vous allez comprendre tous les paramètres que permet d'utiliser MCAR et tous les résultats qu'il vous donne. Donc ça va de pair. Donc allez jouer entre guillemets, allez utiliser MCAR, c'est très très formateur et c'est assez simple d'utilisation quand on a compris les différents paramètres. Tout à fait. Mais en plus, on est à votre disposition. Vous avez vu qu'on était passionné du sujet. La signature d'étalonnage chez Delta Mu, on en parle depuis 20 ans pratiquement.
Donc c'est pour nous un grand bonheur que ça a été mis dans le guide du CFM et que ce soit intégré dans MCARE. Donc on a beaucoup d'expérience sur cette question et on est prêt à partager avec vous, évidemment, via les réseaux sociaux, via directement notre mail, pour répondre à vos questions et vous aider à avancer sur cette démarche. Voilà. Donc je le redis, hein, moi je regrette que 12 ans après l'évolution du VIM, on n'est toujours pas, ça soit pas dans les mœurs. C'est de notre responsabilité à nous de préparer les générations futures à ce que ça devienne une habitude, parce que je redis, ça n'a aucune complexité dans la mesure où il y a des logiciels qui font les calculs. La seule complexité, c'est bien comprendre qu'il y a des incertitudes en X et en Y, mais je pense que tous les météorologues en sont conscients. Donc, il n'y a plus qu'à y aller, quoi. Il faut ramer un peu au début, hein. C'est comme apprendre à jouer au tennis. La première fois qu'on va jouer au tennis, on met toutes les balles dans le filet, et à force de persévérance, on s'amuse. Ben, c'est à peu près la même chose. Donc, je vous souhaite un bon amusement. Vous avez 3 jours de week-end pour justement le mettre à l'épreuve, MCARE, si vous avez besoin un petit peu d'occupation. Sinon, vous avez aussi beaucoup de temps devant vous, ça ne sera pas en 5 minutes. Donc, bon appétit, bon week-end, bon déconfinement. On s'interroge chez Delta Vue de savoir comment vont se passer les choses. Si on se rend compte qu'il y a beaucoup de disponibilité encore de la part de nos interlocuteurs, on organisera sûrement d'autres webinaires, on a d'autres sujets en tête. Si on se rend compte que tout le monde a le nez dans le guidon à reprendre l'activité, ben on fera plus de webinaires ou en tout cas de façon plus exceptionnelle. Là encore, suivez notre actualité, dites-nous ce que vous attendez de nous et on fera notre maximum. Au revoir à tous, à bientôt. Allez, au revoir à tous. Au revoir, à bientôt.